Bonjour, bienvenue sur Contre Culture. Très content de vous retrouver pour cette deuxième partie de la sélection BD des titres parus en janvier et février. Dans la première partie, je vous avais présenté 18 titres. Là, j'ai 16 titres à vous présenter. Donc, vous avez vu, c'est quand même deux bons mois bien chargés. Allez, on va commencer tout de suite avec de la science-fiction, avec Apogée, la suite, ou plutôt le préquel de Renaissance. Il y avait eu 6 titres sortis par Fred Duval et Fred Blanchard chez Dargaud. Et donc là, ils ont voulu explorer encore un peu plus cet univers en remontant un peu plus dans le temps. Premier tome d'une série en 3 titres, les boucles de Céladon. Donc Apogée, c'est un peu du space opéra avec pas mal de couleurs, des races extraterrestres qui se font la guerre, voilà, plein de choses. Et là, on va avoir des enfants qui accompagnent leur père dans une réparation sur une planète. C'est une race extraterrestre. Ils vont se retrouver face à un centurion romain et des Romains. Qu'est-ce qu'ils font là? Et donc ils se retrouvent au milieu d'extraterrestres et dans une guerre où il y a un peuple agressif qui s'appelle les Ouroboros, qui est une menace. Et donc voilà, des coalitions, de l'action, des planètes, des vaisseaux spatiaux, des créatures, donc pas mal de choses dans un univers assez coloré qui peut faire penser un peu aux jeux vidéo No Man's Sky, dans ce style-là graphique avec des designs de planètes. Voilà, ce sera donc en 3 tomes chez Dargaud pour les amateurs de Renaissance. Faut pas hésiter à y aller. On continue un peu dans le même genre avec une nouvelle série de SF, Sphère de Alain Brion, tome 1 ouverture chez Oxymore Édition. Très ambitieuse série d'Alain Brion qui s'occupe de tout. Scénario, couleurs, dessin, avec pas mal de personnages, en particulier 2 personnages dans ce premier tome vraiment important. Le général Prax et Nello, une jeune femme qu'on va suivre, qui est sur une sorte de terre post-apocalyptique où l'humanité essaie de survivre. On est en 2544, vous vous rendez compte, et cette jeune femme voilà, a subi un accident grave, elle est un peu en stress post-traumatique, elle se réfugie dans une drogue, et avec cette drogue qu'elle va trouver, en fait c'est extrait d'une forme de vie extraterrestre qui se trouve sur Europa. Et donc, elle va faire équipe avec ce général Prax qui s'est mis, lui, en cryogénisation puisqu'il veut retourner sur cette planète depuis très longtemps parce qu'il a aperçu des espèces de sphères noires qui, pour lui, sont une forme extraterrestre. Donc, ces sphères noires donnent le nom à la série. Donc, on a toute une chronologie de la conquête spatiale, des personnages variés, franchement, c'est très sympa, le dessin est chouette et ça met la barre assez haute en termes d'univers. Donc voilà, j'espère que le mystère va être intéressant, mais en tout cas, une belle proposition chez Oxymore de science-fiction. On change complètement de registre avec Moi, Cléopâtre, dernière reine d'Égypte. On est chez Dargaud. C'est Isabelle Detemps qui s'occupe de faire une sorte de bio de Cléopâtre. Alors c'est vachement intéressant, moi j'aime beaucoup l'Égypte, on en reparlera d'ailleurs très rapidement. Et donc on a de jolis dessins, de jolies aquarelles de Cléopâtre, l'autrice en fait va se servir d'un dialogue entre Cléopâtre et une momie et un singe pour voir toute sa vie, elle se confie à cette momie et ses relations avec ses parents, puis les Romains, voilà, les jeux de pouvoir avec le peuple et tout ça. Et donc c'est une façon de revisiter l'histoire un peu ludique, sous la forme de cette discussion avec cette momie morte et voilà, cette vie d'après en fait, elle revient sur sa vie en fait dans cette bio qui est assez complète, qui est assez longue, il y a plus de 200 pages et les dessins sont très sympas et on voit bien sûr toute l'évolution de Cléopâtre et ses relations avec l'Empire romain. Donc voilà, c'est pour ceux qui ont envie d'avoir une bio assez bien dessinée et un peu différente, avec un point de vue un peu changeant sur Cléopâtre. J'ai bien aimé.
On continue chez Dupuis avec un petit roman graphique d'Anaïs Flogny qui avait fait Rivage lointain, qui était très très bien. Là, au scénario, on a Véro Cazot, c'est chez Dupuis, c'est un one-shot, Le jour du caillou. Une histoire assez originale, puisqu'on aurait pu penser une histoire d'amour. Finalement, c'est une histoire d'amitié entre deux personnes, deux grands amis, qui eh bien, vont se retrouver dans une sorte de jour sans fin, un peu une boucle temporelle. Et ces deux amis eh bien, n'arrivent pas à se réconcilier à cause de cette boucle temporelle. Il y en a un qui s'en rend compte et l'autre pas. C'est assez amusant. Et donc, en fait, notre héroïne revit un petit peu toujours la même journée. Et voilà, sur fond de cirque, puisqu'elle fait du cirque. Eh bien, voilà, les relations un peu humaines et l'histoire d'amitié, avec un dessin toujours très joli, ce que ça pourrait intéresser. On continue avec de la SF, un thriller un peu post-apo, La mécanique de Kevin Stevens et Jeff. Je crois qu'ils avaient fait Le Convoi, des choses comme ça, chez Soleil, tome 1, En moi, le chaos. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette bande dessinée, c'est vraiment le dessin. Le dessin, franchement, il est vraiment percutant. Il est vraiment très très beau. On ressent bien cette ville futuriste, un peu ambiance polar noir, avec un méchant mafieux un peu style Baron Harkonnen, une jeune femme qui est sa fille qui essaie de survivre un peu dans cet univers, un jeune homme, un jeune musicien ils ont tous un peu des problèmes de drogue, parce qu'il y a une drogue qui s'appelle le blast qui les rend un peu fous. Il y a des enquêteurs qui enquêtent sur un meurtre. Donc pas mal de choses, de ces affrontements aussi entre bandes mafieuses dans une ville contrôlée justement par les trafics. En fait, j'ai beaucoup aimé le dessin et je trouve le scénario assez cryptique. Il y a pas mal de choses qu'on n'arrive pas à comprendre, qui seront expliquées plus tard. Donc pour l'instant, la mécanique, une belle promesse, à voir si ça va être un peu plus compréhensible. C'est le genre de BD qu'il faut lire à mon avis plusieurs fois et en intégrale pour voir un peu tout ce qui peut être amené comme piste. On continue chez Delcourt avec toujours de la SF, il y a pas mal de SF dans cette sélection, même si vous verrez il y a pas mal d'autres choses, par Jock Gone chez Delcourt. Alors là, on est dans un one-shot, un peu style comics. Il avait fait Snow Angel, je crois, Jock, dans le dessin. Là, on a en fait des gens qui sont finalement sur des planètes un peu, voilà, ils vivent un peu dans la misère. Et cette jeune femme essaie de survivre comme elle peut en braquant, en larcinant des vaisseaux spatiaux. Et puis un jour, elle se fait happer, enlevée par un vaisseau spatial. Et ce vaisseau spatial est immense. Il y a énormément de passagers dedans. C'est un véritable monde, une véritable ville. Et eh bien, elle va essayer de survivre dans ce vaisseau spatial comme un passager clandestin. Mais il y en a d'autres aussi qui sont là, des bandes qui essaient de prendre le contrôle de ce vaisseau. Et donc, ben, elle va essayer de s'en sortir dans l'architecture immense de ce vaisseau et survivre avec des combats. Voilà. C'est du ASF plutôt sympa. J'ai bien aimé, c'était un one-shot chez Delcourt. Je vous parlais tout à l'heure, j'aurais pu d'ailleurs enchaîner sur ce titre de Cléopâtre. Eh bien, pour ceux qui ont envie d'aller toujours dans cette très belle collection Delcourt, là ils ont fait deux très belles collections. Donc Civilisation, on avait eu Crète, là on a Égypte et après on aura Rome. C'est une série en 3 volumes qui essaye de faire vraiment de l'histoire et des mythes quelque chose de bien fait, de sérieux, dans une belle édition. Et là, sur l'Égypte, on va se retrouver, alors je n'ai pas donné le nom de l'auteur quand même, France Richemont et Giulia Pellegrini. On va se retrouver avec le parcours d'Imhotep. Alors c'est très plein de références sur les dieux. Et les dieux, forcément les Égyptiens, ils étaient vraiment toute leur vie était régentée par les dieux et leurs croyances. Et donc Imhotep eh bien, va être élu.
on pense que c'est lui un élu, la résurrection, l'identité, la réincarnation d'un dieu. Et donc Imhotep bien, va partir dans un parcours où il va essayer de rencontrer les puissants de ce monde. Il est sage et malin et il va essayer d'influencer du coup les pharaons avec la construction de magnifiques mausolées et ainsi de suite. Le dessin est plutôt sympa, l'édition est magnifique. Il y a vraiment beaucoup de choses sur la culture égyptienne. Moi, j'étais surpris de voir à quel point ils étaient vraiment sur vraiment tout basé sur les dieux. C'est vraiment très intéressant. Et alors là, on peut faire le grand saut historique et on se retrouve avec les rois de France. Donc pareil, très belle collection chez Delcourt. Moi, j'adore ces beaux ouvrages. Avec la deuxième tome sur 5 prévus des rois de France, de la couronne de France. Là, on est de Charles VII à Charles VIII, avec un passage voilà, sur c'est 1346, la guerre. Vous voyez, alors là, on se retrouve, là on était tout à l'heure en Égypte, là on se retrouve en France avec ces guerres. Et vous voyez, c'est très bien dessiné, franchement. Bon, bien sûr, les 2 tomes, c'est des dessins assez académiques, mais ça colle bien, je trouve, au thème historique. Voilà, là on va avoir Jeanne d'Arc qui va être dans ce tome. Voilà, pour ceux qui veulent connaître l'histoire de Jeanne d'Arc, ses relations avec les rois. Là, c'est Peko et Viacava qui sont sur cette belle série historique. Moi, j'aime beaucoup ce genre de roman. Ensuite, La main du diable. La main du diable, c'est Robert Louis Stevenson qu'on va retrouver. C'est une légende qui avait été reprise par Stevenson sur cette histoire de main du diable qui donnerait une fortune et tout ce qu'il veut à la personne qui la trouverait. Donc là, on est chez Hanspach avec Rodolphe, le scénariste bien connu, et Griffo, qui nous raconte dans ce one-shot, eh bien, ce personnage voilà, qui rencontre l'auteur Stevenson, qui lui raconte cette histoire de main du diable. Et en fait, cette main voilà, qu'on voit ici, elle donne des pouvoirs incroyables à son propriétaire, une réussite dans tout. Mais on est maudit et donc il faut pouvoir s'en débarrasser. Et c'est tout le problème, c'est qu'en fait, bien, ça ne s'en débarrasse pas et il arrive des choses terribles. Donc voilà, un plutôt bon dessin, une belle histoire entre ésotérique, mystère et voilà, j'ai bien aimé chez Hanspach ce genre de BD. On continue avec chez Makio, toujours un one-shot aux frontières du fantastique, Le chant de la femme parfaite, chez Delcourt, Makio bien connu et Kanou Chiari au dessin. On a le parcours d'un jeune soldat auquel il va arriver un phénomène un peu étrange et fantastique. Il voit des objets bouger. Est-ce que c'est lui qui devient fou? Voilà, il fait une sorte de crise. Du coup, il fait une erreur et son unité va être décimée. Du coup, il quitte l'armée, il est en dépression, il prend des cachets, il n'est pas bien du tout, il est malade. Bref, tout va mal. Et pour couronner le tout, sa belle fiancée le plaque en beauté en lui disant qu'elle n'a pas que ça à faire de s'embêter avec un type qui a des problèmes. Sympa. Et il vient, et là, il va découvrir dans un champ, il est au fond du seau, il va découvrir une jeune femme au milieu d'un champ qui ressemble en tout point à son ex-compagne, sauf que ce n'est pas elle du tout. Qui est-elle? D'où vient-elle? Et que va-t-elle faire? C'est tout l'intérêt de cette histoire assez touchante sur une rencontre un peu étrange et fantastique. Chez Delcourt. Allez, on continue avec du western. On a envie aussi d'avoir de temps en temps des bonnes BD de western. Et notre ami Makio, que vous venez de voir dans le Chant de la femme parfaite au scénario, là est au dessin avec Sicomoro et Ferraccioni au dessin. Makio nous fait une histoire en 2 tomes, Dead Smile. On est en 1840 et on a un colonel de l'armée nord-américaine là qui va faire un raid chez les Indiens
Et ce raid affreux, avec massacre et viol, va donner naissance à deux enfants. Un qui va rester chez les Indiens et l'autre qui va être amené aux portes de ce fort militaire. Les militaires n'en veulent pas et l'amènent dans un petit ranch, dans une femme qui pour l'élever. Cette femme n'a aucun amour pour cet enfant qui n'est pas d'elle et qui est indien en partie. Elle va l'élever difficilement, mais elle voit bien que les Indiens du coup protègent sa maison. Et donc du coup on va le garder. Et cet enfant va grandir. On a un dessin, vous voyez, assez réaliste et plutôt beau. Et en fait, ces deux enfants vont grandir séparément dans deux communautés différentes. Et notre enfant Dead Smile va devenir celui qui est du côté des Blancs, on va dire entre guillemets, va devenir une sorte de vengeur, un peu une sorte de Batman, un peu un tueur sans foi ni loi, une certaine violence en lui. Que va-t-il se passer du coup avec le fort, avec les cavaliers, avec ces Indiens et avec ce frère qui est lui resté chez les Indiens? Et ben, c'est toute l'histoire de Dead Smile. Moi j'ai bien aimé, l'histoire en 2 tomes, bon western, c'est pas mal. On continue avec de la fantasy, le 3e tome sur 4 de Titan, de Peru, Cuneo, Giampa et Prianto chez Oxymore Édition. Là, on se retrouve chez Titan avec les mythes grecs, et là, ce coup-ci, on a Dionysos, celui qui aime célébrer et faire la fête sans pareil, qui raconte une histoire à Ariane du Minotaure, voilà, qui a bien changé. Et on se retrouve avec eh bien, toujours ces histoires de fantaisie grecque, le titan et la mort, voilà. Donc pas mal franchement, l'Ariane badass qui veut se venger, on a un Thésée qui ne ressemble pas au Thésée qu'on imagine, et un raid aux enfers. Voilà, cette série se terminera au prochain tome, voilà, de Titan chez Oxymore. Une série qui se termine de fantasy, les Chroniques d'Atlantide. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et 2, là on finit l'histoire de la Chronique de l'Atlantide avec ce 3e tome de Stefano Martino chez Glénat. Alors j'avais beaucoup aimé le dessin. Je trouve que le dessin est un petit peu moins percutant et moins bon dans ce 3e tome. Voilà, on avait un style un peu à la Frazetta avec des guerriers bien musclés, un peu style Conan le Barbare. Voilà, là on a ce dénouement avec le combat final entre les grands méchants et puis notre héros manchot, voilà, et son frère, et leur rivalité amoureuse. Voilà, donc c'est quand même bien dessiné. Il y a quand même voilà, des bonnes séquences d'action, voilà, belle double page, et une fin que je ne vous le révélerai pas bien sûr, très très étonnante. Voilà. Et un petit cahier graphique de ces dessins style Heroic Fantasy voilà, un peu barbare. Ça a le coup de finir cette série. On arrive avec les meilleurs BD de cette 2e partie. On commence avec la réédition en intégrale pour les 50e anniversaire des Humanoïdes Associés de Je suis Légion, de Fabien Nury et John Cassaday. Donc Nury au scénario, bien connu, un super scénariste, et John Cassaday qui est un très grand dessinateur. On est en 1942 et eh bien, les nazis sont en train de essayer de mettre la main sur eh bien, une drôle de force. On a souvent raconté dans pas mal d'histoires fantastiques que les nazis essayaient de s'approprier des pouvoirs occultes. Et bien là, c'est un peu le cas. On a une lutte de pouvoir. Hein, cette histoire de Je suis Légion, c'est pas mal un thriller d'espionnage fantastique, je dirais, puisque eh bien, on a les différents protagonistes, les alliés, les nazis, qui se font des coups avec agent, contre-espion, double agent, pour essayer de mettre la main sur une jeune fille qui semble avoir des pouvoirs fantastiques, et en particulier, eh bien, elle semblerait être eh bien, une sorte de vampire.
Donc voilà, donc on va se retrouver. Franchement, les dessins sont très bien. Là, on a plusieurs tomes. Je crois qu'il devait y avoir probablement 3 tomes. Je me souviens pas exactement. Ouais, je pense qu'il y a 3 tomes qui sont du coup mis là. Il y a de l'action, il y a de la violence, c'est mature. Le scénario, il tient bien debout. Voilà, avec le fantastique et puis l'espionnage. Franchement, c'est un classique. J'ai beaucoup aimé et je vous conseille vraiment de vous y attaquer si vous aimez ce style-là. Moi, j'aime beaucoup ce style-là. Ensuite, une autre intégrale aussi que j'ai particulièrement appréciée de Jawen Ebeck. Jawen, c'est Elec Boy. Ebeck, il a fait tellement de choses qu'on ne sait même plus. Sanctuaire, Eternum intégral de la science-fiction. Quand un très bon dessinateur rencontre un très bon scénariste. Dessinariste, c'est pas mal hein, comme expression. On a voilà, on est dans un futur avec des sortes d'aliens. On a l'impression d'être effectivement un peu dans de l'alien. Et puis on se retrouve en 2297 après Jésus-Christ en Amérique du Sud. Et on va avoir la découverte bien d'une sorte de cocon, quelque chose qui renfermerait un pouvoir très puissant. Les équipes qui vont étudier ce cocon vont être décimées. Les vaisseaux spatiaux qui vont le prendre en charge, eh bien, ils vont devenir fous. Ils vont se massacrer les uns les autres. Ça les rend complètement barjots, complètement dingues. Donc, plusieurs équipes vont s'y atteler, et en particulier un Marines, un militaire qui va être amené, qu'on va suivre, qui va être amené à rejoindre cette histoire. Franchement, c'est super bien dessiné. Le mystère, comme souvent chez Beck, est complet. Et bien voilà, que renferme ce cocon. Et on a donc du coup plusieurs tomes, je crois que c'est 3, je ne sais pas compter exactement, 3 ou 4 tomes, 3 tomes je pense. L'histoire est vraiment bien, le dessin de Jawen il est vraiment super, ouais c'est 3 tomes. Je me suis régalé, j'ai trouvé ça très très bon, Eternum. Une belle histoire de science-fiction, 29 € chez Casterman. Voilà, ça, les intégrales comme ça, moi je trouve ça top. On a toute l'histoire. Et là, c'est très bon. Et la BD de cette deuxième partie, le BD du mois de cette deuxième partie de sélection, c'est Gone with the Wind, tome 2, d'après le roman de Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent. Vous vous souvenez tous de l'adaptation cinéma bien célèbre, bien connue, de Pierre Alary, ici, chez Rue de Sèvres, une belle édition. J'avais beaucoup aimé le premier tome, et ben, je m'y suis replongé, et franchement, le deuxième et dernier tome est aussi très très bon, de cette histoire bien connue, d'amour contrarié, de Scarlett, voilà, dans cette Amérique dans une période très chamboulée entre le nord et le sud, entre les anciens esclavagistes, voilà, avec voilà, un personnage incroyable, voilà, une histoire d'amour complètement contrariée entre ces deux personnages. Et je trouve que le dessin de Pierre Alary rend bien hommage. Les expressions sont vraiment fidèles. Je crois que vraiment il a vraiment bien adapté cette histoire. Et ce caractère de cette Scarlett qui ne se contente jamais de ce qu'elle a, qui veut toujours plus. Voilà, et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ce destin en fait. Et, euh, et voilà, donc un très beau, très très beau dessin et une très belle histoire. Voilà, final. Voilà pour cette deuxième partie de la sélection BD. J'espère que vous n'avez peut-être pas endormi comme mon collègue ici là, qui a l'air plutôt pas mal. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Contrabande Pop Culture. Merci, au revoir.